nous allons maintenant attaquer la seconde table ronde de cette journée, les énergies renouvelables, un remède aux crises économiques. Commençons par la vision de l'Agence internationale de l'énergie sur ces marchés des énergies renouvelables, sur l'évolution des prix, l'évolution des coûts, sur l'adaptation des réseaux, sur la compétitivité des filières, et les perspectives de développement. Maria van der Hoeven est directrice exécutive de l'Agence internationale de l'énergie. Elle est ancienne ministre de l'Éducation et des Affaires économiques aux Pays-Bas. Je vais lui laisser la parole pour ouvrir cette table ronde. Je vous rappelle que vous pouvez suivre les interventions qui suivront au cours de la table ronde. Les interventions en anglais, vous pouvez les suivre en français sur le canal 3. Il y a des casques sur pratiquement tous les accoudoirs ou toutes les chaises. To follow in English, the French speaker, please could you connect on channel 1? You will find it set on the armchairs. Madame la ministre, va-t-on vers une massification des énergies renouvelables et quelles en seraient les conséquences pour les pays qui auront osé prendre le tournant à temps? Merci beaucoup pour votre introduction. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, merci de votre invitation à prendre la parole aujourd'hui. Et si le titre de la table ronde est une question, une brève réponse est oui. Les énergies renouvelables peuvent contribuer à répondre aux crises économiques dans le cadre d'un panier de solutions où l'efficacité énergétique figure également en très bonne place. Mais permettez-moi de commencer avec nos prévisions de croissance à court terme pour ce secteur, d'abord au plan mondial. Alors, malgré un contexte économique difficile et des incertitudes sur la politique énergétique aux États-Unis et en Europe, notre pronostic pour l'électricité renouvelable reste positif. La production d'électricité de renouvelable augmentera de 40% entre 2012 et 2018. Et les renouvelables fourniront alors un quart de l'électricité mondiale contre 20% aujourd'hui. Et la production hydroélectrique est bien sûr la plus importante et continue de croître à un bon rythme. La production des autres technologies, solaires et éoliennes notamment, a doublé depuis 2006 et doublera à nouveau entre 2012 et 2018. Et pour la première fois, les nouvelles installations solaires et éoliennes produiront davantage de térawattheures que les nouvelles turbines hydrauliques. Alors, les renouvelables sont en phase avec ce qu'exigent nos scénarios qui limitent le réchauffement mondial à 2 degrés. Et c'est une lueur d'espoir sur le changement climatique, hélas une des seules. Regardez maintenant l'année 2016. La marque rouge indique qu'en 2016, peut-être même avant, l'électricité renouvelable dépassera l'électricité produite avec du gaz naturel, malgré la révolution des gaz de schiste. Et cette même année, les renouvelables produiront dans le monde 2 fois plus d'électricité que le nucléaire, la marque rose. Et cet écart s'accentuera ensuite. 2 facteurs favorisent cette évolution. C'est la baisse des coûts et la diffusion des technologies à l'échelle mondiale. Grâce au déploiement des renouvelables et aux efforts faits dans les pays de l'AE, le prix des technologies a diminué, parfois de façon spectaculaire, comme c'est le cas du solaire photovoltaïque. Et c'est cela qui permet aujourd'hui aux renouvelables d'être de plus en plus compétitives sur certains marchés. Par exemple, au Brésil et dans d'autres pays d'Amérique latine, l'éolien a prévalu sur le gaz dès lors des enchères pour des contrats à long terme. Seuls les coûts des renouvelables peuvent être garantis pour 20 ans ou plus. Au Chili, le solaire remplace le pétrole dans la production d'électricité et de chaleur pour les industries minières sans subvention. Et le photovoltaïque en Italie revient moins cher que l'électricité du réseau pour les particuliers, les commerces, les bureaux et même les industries. Si l'Europe a initié le mouvement, il devrait se poursuivre avec ou sans elle. Alors,
Encore une fois, bien. Les États-Unis, malgré une certaine volatilité, et surtout les pays émergents d'Afrique, d'Amérique latine, d'Asie, du Pacifique, ont déjà pris le relais. Et 140 pays dans le monde ont des politiques en faveur des renouvelables qui répondent à de multiples objectifs. Répondre aux besoins d'énergie croissants, diversifier les sources d'énergie, favoriser le développement économique, préserver l'environnement et notamment la qualité de l'air, créer des emplois et pour finir, contribuer à la lutte contre les changements climatiques. Et dans les pays confrontés à une demande croissante d'électricité ou devant remplacer une fraction importante de leur capacité, les énergies renouvelables offrent souvent une alternative compétitive avec des centrales nouvelles utilisant des combustibles fossiles. En effet, nous prévoyons que les 2/3 de la croissance des renouvelables dans les 5 ans qui viennent sera le fait des pays émergents. La Chine en premier lieu, puis le reste de l'Asie et l'Amérique latine, et l'Afrique et le Proche-Orient s'y lancent maintenant à la suite du Maroc et de l'Afrique du Sud. À plus long terme, les énergies renouvelables continuent de progresser fortement pour l'électricité, mais aussi la chaleur et les transports, et cela dans tous nos scénarios. Bien sûr, elles progressent plus vite dans les scénarios qui limitent le changement climatique à 2 degrés, comme on le voit ici. Les renouvelables fourniraient presque la moitié de l'électricité mondiale en 2035. L'Europe garderait une longueur d'avance avec presque 60% déjà. Une quinzaine d'années plus tard, en 2050, le monde entier atteindrait un niveau comparable, voire supérieur. Les renouvelables pourraient fournir jusqu'à plus de 70% de l'électricité mondiale. Mais mes amis, ces scénarios ne se réaliseront que si les gouvernements mettent en place les politiques nécessaires en matière d'efficacité énergétique et d'énergie propre et que nous réfléchissons sur les structures de marché et les modes de financement. J'y reviendrai. L'éolien et le solaire sont les 2 sources qui croîtraient le plus vite dans ce scénario et ce sont des énergies variables. Intégrer ces renouvelables variables va donc devenir la préoccupation principale. Dans l'étude que nous publierons à la fin de ce mois, nous appelons à un changement de perspective. Il ne s'agit pas d'ajouter des renouvelables variables à un système qui ne s'adapte pas, mais bien d'une adaptation mutuelle qui nécessite une transformation d'ensemble. Des renouvelables variables en large proportion nécessiteront plus de flexibilité, plus d'interconnexion, de génération flexible, de gestion de la demande, voire plus de stockage. Et la flexibilité déjà disponible n'est pas la même dans tous les systèmes. Pourtant, l'étude montre que même des systèmes électriques avec 45% de variables peuvent avoir des coûts additionnels à long terme faiblement supérieurs à ceux d'un autre système, si l'on favorise cette adaptation mutuelle. La transition peut être difficile. Elle fait des gagnants et des perdants. Et dans le système dynamique des pays émergents, l'éolien et le solaire répondent à une demande croissante. Alors, on peut donc construire un système flexible dès le départ. Et on doit le faire, sinon on gâche une formidable occasion. Dans les systèmes plus stables, comme en Europe, la demande stagne. Les renouvelables se développent au détriment des firmes installées. Et le problème est moins de financer les nouvelles capacités que de gérer les coûts des capacités qui doivent décroître. Et ce problème n'est que faiblement lié à la variabilité de certaines énergies renouvelables. Est-il donc possible de continuer à développer les renouvelables en Europe sans perte de compétitivité? Regardons la réalité en face. Le problème ne se réduit pas au coût des subventions aux renouvelables.
Le principal problème de compétitivité industrielle en Europe aujourd'hui, c'est le prix du gaz, utilisé directement ou via l'électricité. Et c'est le prix du gaz qui reste fortement indexé sur celui du pétrole et qui, en 2013, a été en moyenne 3 fois plus élevé en Europe qu'aux États-Unis. Bien sûr, il faut gérer la transition et la distribution des coûts. L'industrie et les gouvernements doivent y travailler ensemble. Mais en aucun cas, nous ne pouvons perdre de vue l'impératif climatique et nous permettre de retarder l'action. Et les Européens doivent redoubler d'innovation. D'abord dans l'efficacité énergétique et dans la réduction du coût des renouvelables. Et il faut en même temps progressivement exposer les renouvelables à davantage de compétition, car la compétition amène à réduire les coûts. Mais il faut se rappeler que le prix des renouvelables, qui nécessite des investissements importants, dépend fortement du coût du capital. On le voit ici avec une comparaison entre l'éolien terrestre et les centrales à gaz à cycle combinées aujourd'hui en Allemagne. Or, le coût du capital est d'autant plus élevé que l'incertitude est importante. C'est le rôle des gouvernements de fournir un cadre réglementaire stable, surtout sans mesures rétroactives, afin de faire baisser le coût du capital en rendant l'investissement moins risqué. Et ça dépend aussi de l'organisation des marchés. Les marchés basés seulement sur le coût marginal du court terme peuvent-ils fournir une rémunération assez sûre pour les technologies intensives en capital comme les renouvelables? Et si tel n'est pas le cas, alors il nous faut peut-être repenser l'organisation des marchés de l'électricité. Et ceci m'amène à 3 considérations pour conclure. Nous avons besoin d'un portfolio d'options dans lequel je veux rappeler le rôle indispensable de l'efficacité énergétique. Les énergies renouvelables en font évidemment partie, car elles permettent de diversifier l'approvisionnement énergétique et réduisent les émissions de gaz à effet de serre. Et leurs effets sur l'emploi sont positifs, d'autant que leur prix n'inclut pas de rente, contrairement aux énergies fossiles. Et même si certains éléments sont importés, elles comprennent toujours une bonne dose d'emploi local. Beaucoup de technologies renouvelables n'ont plus besoin d'incitations élevées, mais elles ont toujours besoin de politiques à long terme pour organiser les marchés et offrir un cadre réglementaire prévisible, favorisant des investissements compatibles avec les objectifs que nous nous sommes donnés. Et l'Europe, qui a initié le mouvement, reste à la pointe du progrès technique et fournit les procédés les plus performants. Alors que les renouvelables connaissent une expansion sans précédent, l'Europe, qui a payé le prix du progrès, peut encore, si elle le veut, en retirer de grands bénéfices et notre planète avec elle. Je vous remercie de votre attention. Merci, Madame la Ministre, pour ces perspectives prometteuses et ces conditions de succès, facteurs de succès.